à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans le Salon Infini. Je vais vous accompagner pendant la prochaine demi-heure pour parler de mobilité dans les territoires. On va beaucoup parler de data, puisque c'est elle qui change complètement la donne. Aujourd'hui, je vous présente mes deux invités, ceux avec qui je vais discuter. Édouard Hainaut m'accompagne, directeur général France du groupe Transdev. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner. Jean Coldefy nous accompagne également, ingénieur, conseiller scientifique, expert mobilité chez Geonexio, le Think and Do Tank de Transdev. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être là. Déjà, peut-être ma première question, Édouard Hainaut. Pourquoi la mobilité, c'est aujourd'hui l'un des sujets les plus stratégiques pour l'avenir des territoires? Alors les mobilités du quotidien, c'est la vie. C'est notre capacité à aller travailler, notre capacité à avoir des loisirs, avoir des rencontres sociales, avoir des amis. Donc c'est véritablement au cœur de la vie de chacun. En plus, ça conditionne plein de choses. C'est-à-dire on est capable d'accéder à l'emploi ou pas. On est capable d'aller à l'école. Toute l'éducation est derrière ça. Et dans un BIC comme celui-ci, on voit bien ce que la formation peut générer et où ça peut nous emmener un peu plus loin. Et puis, ça permet de créer une véritable cohésion sociale sur les territoires. Et c'est un levier très, très fort pour la transition écologique. Et comment vous appréhendez cette question de la mobilité chez Transdev? Alors, déjà quelques chiffres. Le travail, par exemple, 50% des mobilités du quotidien, c'est pour aller travailler. Ça veut dire aussi qu'il y a 50% des mobilités autres qui sont celles qui permettent d'avoir une vie sociale, d'aller rencontrer des amis, faire du sport, aller vers la culture, enfin voilà, tous les autres aspects. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir en tête que les mobilités du quotidien, 80% des kilomètres parcourus, même 83% pour être plus exact, sont des kilomètres qui sont faits avec une voiture individuelle. Donc c'est un levier évident. C'est plus de 50% des kilomètres parcourus entre les zones urbaines, d'ailleurs, quand on est zone urbaine ou périphérie. Ça peut monter à 55% entre les pôles urbains, avec une grande diversité de situations entre les territoires. Donc il y a un enjeu très fort autour des mobilités du quotidien. On n'oublie pas que les mobilités du quotidien, c'est 98% de la mobilité des Français. Et les mobilités intercités, quand on prend un TGV pour aller d'une grande ville à l'autre, c'est seulement 2% des mobilités des Français. Donc quand on est au cœur des mobilités du quotidien, on est au cœur de la vie sociale des Français et du besoin des citoyens. Comment vous décririez votre approche chez Transdev de cette mobilité-là? J'ai dit qu'on allait parler beaucoup de data lors de cette discussion, Ouais. mais comment vous décririez votre approche? L'approche, elle est assez simple. En fait, c'est bien connaître le territoire et être capable de mettre le bon mode de transport au bon endroit. Donc, c'est quelle est la demande spécifique d'un territoire, comment on analyse un territoire, à la fois quantitativement, entre de multiples origines, destinations, où dorment les gens. Enfin, voilà. Il y a plein d'aspects et de ressorts. Comment on va mesurer demain le report modal entre la voiture et les transports collectifs. Voilà. Il y a plein d'enjeux autour de ça. Et c'est pour ça qu'on a créé un équipement, j'allais dire, un Think Do Tank qui s'appelle Geonexio, pour rassembler à la fois des chercheurs, à la fois des données. Et on travaille actuellement beaucoup sur les données mobiles qui permettent la 4G et la 5G aujourd'hui. C'est un partenariat qu'on a avec un partenaire comme Orange. Mais on a chez nous, et ça Jean va vous en parler, à la fois des opérateurs qui font des solutions de transport tous les jours, et puis des géomaticiens ou des data analystes qui vont cruncher toutes ces données. Et c'est la somme des deux qui fait un peu une différence avec d'autres. En tout cas, on n'analyse pas les choses de la même manière qu'Orange. On les analyse de manière beaucoup plus fine et différente. Et en plus, il ne suffit pas d'avoir de la donnée, il faut savoir l'analyser. On s'est adjoint le must, le top du top, avec un géographe de renom qui est l'équivalent du prix Nobel de géographie avec Jacques Lévy. Voilà. Mais Jean Coldefy va peut-être nous présenter en effet l'approche de Geonexio. On s'appuie donc sur des données mobiles. Ça, on l'a compris. Et c'est un Think and Do Tank. Ça aussi, ça m'intrigue. J'aimerais que vous m'expliquiez ce que ça veut dire. En fait, on a été chercher des partenaires académiques dans diverses disciplines, puisque comme Édouard l'a rappelé, la mobilité, ça touche tous les Français. Donc, ce n'est pas uniquement une question d'ingénieur et de flux et quel moyen de transport je mets pour aller de A à B.
ça touche des questions de sociologie, des questions d'équité, de justice, qui sont très importantes, des questions évidemment d'économie. On a un petit sujet sur les finances publiques qui va durer, je pense, quelques décennies dans ce pays. Ça touche des questions aussi de géographie. Donc on a été s'adjoindre, je pense, ce qui se fait de mieux dans chacun des domaines. Et donc ça, j'allais dire, c'est la partie think. Et nous, on est quand même des doers. Donc notre sujet, c'est quand même d'offrir des solutions qui répondent à des besoins. Ce qui est spécifique dans les questions de mobilité, donc moi j'ai un certain passé sur ce sujet dans des structures publiques et privées, c'est sans doute un des seuls secteurs de l'économie où on déploie de l'offre en connaissant très mal la demande. Et donc on fait des enquêtes nationales, on a des enquêtes nationales, le recensement, mais qui nous donnent des choses assez imprécises entre voilà, où est-ce que vous habitez, où est-ce que vous travaillez. Mais on ne sait pas si c'est 2 jours par semaine, 3 jours par semaine. Et puis parfois, il y a des gens qui travaillent dans plusieurs lieux. Donc là, ils ne rentrent pas dans les cases. Donc il y a des imprécisions sur ces enquêtes. On a des enquêtes locales qu'on appelle enquêtes ménage déplacement, qu'on fait tous les 10 ans, qui sont à des échelles supracommunales, donc qui ne sont pas très précises. Donc pour pouvoir designer un réseau de transport, c'est compliqué. Et donc on a une rupture vraiment technologique avec ces données qu'on a travaillées donc avec Jacques Lévy et d'autres universitaires, et donc qui permettent de distinguer en fait là où on passe son temps. Voilà, moi j'habite à Lyon par exemple. Cette semaine, je vais être 3 jours à Paris. Je vais te compter 3 jours sur 7 à Paris et 4 jours sur 7 à Lyon pour faire simple. Donc on distingue la présence. Et si vous voulez, il y a une énorme différence entre ce qu'on appelle les résidences, que mesure l'INSEE. L'INSEE vous dit où est-ce que vous résidez. Elle ne vous dit pas où vous habitez, c'est-à-dire là où vous passez votre temps. À Paris... Avant, on s'appuyait sur des mesures qui avaient lieu tous les 10 ans. Oui, les données de l'INSEE, c'est des mesures qui sont régulières, mais qui ont une très grande richesse. Donc, je ne veux pas les opposer, mais sur la mobilité, elles renseignent très peu. Et en fait, pour préciser, à Paris, vous avez 2 millions de résidents. Quand vous mesurez le nombre d'équivalents temps plein de gens qui passent du temps dans Paris, vous êtes à 3,5 millions. Ça veut dire que si vous designez un service public, la mobilité comme la propreté, il ne faut pas le faire sur 2 millions, il faut le faire sur 3,5 millions. Donc vous voyez, c'est quand même très différent. Donc je vais vous montrer quelques illustrations. Donc ça ici, c'est pour vous donner ce que c'est que la présence qu'on mesure. On mesure ça à l'échelle de 50 000 zones iris, qui sont des zones de 1500 à 2000 habitants. Vous avez 1000 zones iris dans Paris. Et ça, je vous montre ce qui s'est passé en termes d'occupation des lieux le jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Vous allez voir, on arrive à des niveaux que l'on n'a jamais atteints à Paris. Donc vous avez en haut à gauche un timer qui défile, c'est les heures de la journée du X juillet, je ne me rappelle plus. Voilà. Donc vous voyez Roissy qui monte, ici. Ça, c'est les casernes des forces de l'ordre. Et regardez ce qui va se passer le long des berges de la Seine. Bam! Là, on a des densités incroyables. On est sans doute à plus de 500 000 habitants au kilomètre carré. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut faire à une échelle d'un territoire. Donc, ça vous montre ce qu'on mesure. On mesure la présence par pas d'1 heure sur 50 000 zones iris sur les 12 mois de l'année. Donc, vous imaginez les téraoctets que ça génère. Et donc, il faut effectivement traiter ça. Alors, je vous montre ici, ça, c'est la carte de l'INSEE, les résidents, donc avec une carte de densité. Donc, on voit bien la diagonale du vide. On voit la polarisation dans certaines zones urbaines. Et je fais la différence maintenant sur un mardi de novembre entre ce qu'on mesure et ce que mesure l'INSEE. Donc, c'est peut-être un petit peu petit. Donc, en rouge, vous avez de la croissance, c'est-à-dire qu'on a plus de personnes que ce que l'INSEE mesure en termes de résidents. Vous voyez que toutes les villes sont très rouges, rouge foncé, elles gagnent beaucoup d'habitants. Et en gris, c'est toutes les zones qui perdent des habitants. Donc, on voit qu'il y a des gens qui ont quitté, notamment dans le périurbain, pour se rendre dans les villes. Donc, il y a le travail. À Paris, on a 1 million de personnes qui rentrent tous les jours dans Paris pour bosser. Mais il n'y a pas que le travail, évidemment. Il y a aussi le tourisme. Il y a aussi la vie culturelle. Il y a aussi des tas de choses. Et voilà. Et je vous montre un mardi d'août. Vous voyez que les cartes ne sont pas du tout les mêmes. On voit que les zones de montagne et les littoraux ont pris des habitants, et même beaucoup. On voit que la moitié sud de la France a pris des habitants. C'est tout ce qui est orangé. Mais on voit aussi que les villes ont toujours pris des habitants. En fait, les villes, ce sont des lieux d'attraction quasi permanents, en fait. Donc, ce n'est pas les mêmes. Voilà, il y a aussi des touristes. On a 100 millions de touristes étrangers par an. Donc, on arrive à mesurer, j'allais dire, la pulsation des territoires à une échelle hyper fine.
La data révèle ce qu'on ne voyait pas auparavant, c'est ça? Oui, tout à fait. Et derrière, en termes de flux, on peut effectivement quantifier des flux. Alors je précise quand même, parce que la question, elle vient toujours, ce sont des données qui ne sont absolument pas personnelles, ce sont des données des réseaux de téléphonie mobile, donc qui sont à une échelle, voilà, comme je le disais, 50 000 zones qu'on appelle les zones IRIS. IRIS, ça veut dire îlot résidentiel pour l'information statistique, c'est l'unité de base de l'INSEE. Et sur ces zones-là, on sait à peu près tout. Le taux de pauvreté, le revenu moyen, le nombre de pharmacies, le nombre de bureaux de tabac. Enfin, on a une foule de données, donc ce qui derrière nous permettrait de faire un certain nombre de travaux sur des corrélations. Pourquoi tel iris se comporte de telle manière en fonction, par exemple, de son nombre d'habitants sur une période donnée. Une fois qu'on sait ça, Édouard Hainaut, à quoi elle nous sert cette data? Qu'est-ce qu'on en fait de cette information? On va parler du rôle des élus, hein, évidemment, puisque c'est eux, in fine, qui prendront les décisions. Mais qu'est-ce qu'elle permet, cette data? Permet, j'imagine, déjà peut-être de faire des économies. Enfin, en gros, on va se rendre compte que tel axe n'est pas emprunté, on va peut-être supprimer certains transports, peut-être en rajouter sur d'autres. Voilà, expliquez-nous très concrètement, cette donnée, elle va nous permettre de faire quoi après? C'est exactement ça. En fait, nous, on a dans 98% des cas dans notre activité, on a une mission de service public. Donc, on met en place des transports dans le cadre de délégations de service public. Il y a deux axes qui sont assez forts dans ces missions. Le premier, c'est d'essayer d'avoir un coût efficace, donc d'être au meilleur coût et d'apporter des solutions pour que les gens puissent se déplacer comme le territoire l'a envisagé. Et puis le deuxième, c'est évidemment de travailler sur la limitation de la production de CO2, de carbone, et donc de décarboner aussi ces solutions de transport. Donc on est dans une logique d'optimisation permanente, à la fois parce qu'il y a de la pression sur les deniers publics et à la fois parce qu'on est en train de préparer le futur des générations, donc la transition écologique également. Ce qu'on sait, c'est qu'au moins 2/3 des gens qui vont emprunter le transport public vont avoir un impact qui va être beaucoup plus fort que simplement transformer les véhicules. Donc il faut faire du report modal, c'est-à-dire aider les gens à pouvoir utiliser moins leur voiture individuelle, différemment, et rejoindre des transports publics. Pour ça, il faut créer de l'offre. Hein. Donc il faut à la fois se dire qu'il y a des endroits où il y a peut-être de l'offre qui n'est pas au bon endroit et la mettre au bon endroit. Dégager des solutions qui vont être plus compétitives. On parle, nous, par exemple, beaucoup du car express, pas en contre du ferroviaire, puisqu'on est un acteur fort du ferroviaire aujourd'hui en France, mais pour regarder les complémentarités. Il y a des endroits aujourd'hui sur les territoires où... Vous avez un exemple concret? Oui, en fait, à moins de 3000, on va dire, à moins de 2000 personnes jour ou 3000 personnes jour, c'est bien plus économique de mettre un car express que d'essayer de créer une ligne ferroviaire. Et globalement, vous comparez 3,50 € du kilomètre sur un car versus 35 € du kilomètre, modulo tous les investissements qu'il faut réaliser et le temps de réalisation. En 6 mois, on est capable de déployer des lignes de car express pour aller de la périphérie vers les centres. Et ça, on l'a fait autour de Bordeaux. On a créé, par exemple, une ligne dans le pays du Cotentin pour rejoindre Cherbourg, entre Cherbourg et Rennes, qui fonctionne que le week-end, parce qu'on a détecté qu'il y avait des gens qui étaient en mouvement les week-ends et des étudiants, mais aussi des gens qui étaient un peu marins et qui allaient vers l'Arsenal de Cherbourg depuis Rennes, donc des Bretons marins. Et tout ça match un service qui est full, d'ailleurs, tous les week-ends, en car, avec un car à haut niveau de service, avec toutes les utilités nécessaires. Très agréable, très confortable, ça marche très bien. Et puis à chaque fois qu'on fait ces analyses de territoire, on vient à la fois soit finalement conforter la connaissance des territoires des élus, soit la challenger. Parce que des fois... Ça arrive qu'ils soient surpris? Ils sont surpris ou ils sont finalement assez peu... parce que c'est compliqué, les mobilités. Il faut comprendre tous les us et coutumes. Les jours peuvent être décalés. Enfin, on peut travailler beaucoup de choses. Et on peut aussi se rendre compte que l'offre de transport est complètement... est trop petite par rapport à la demande. Et donc, ça permet de cibler, si on va développer de l'offre en périphérie,
ce qui est normalement ce qui doit se faire. Et on sait qu'en France, si on veut libérer, on va dire, la mobilité et faire cette transition écologique véritable, il faudrait investir 3 fois plus d'offres dans les périphéries que ce qui existe aujourd'hui. Et donc, c'est l'équivalent de 30 milliards qu'il faut mettre sur la table pour alléger, pour faire le système pour les Français et peut-être éviter des phénomènes de type gilet jaune demain. Parce qu'en fait, c'est ça le principal sujet. C'est comment on donne à la fois du pouvoir d'achat aux gens et comment on leur permet d'avoir un service utile. Parce qu'il ne faut pas croire, les Français, s'ils utilisent leur voiture, c'est qu'ils n'ont pas d'autre alternative. Et s'ils peuvent s'en passer, parce qu'il y a un service public, parce qu'il y a un transport public, ils le feraient. Et ils sont prêts à payer. Le critère prix vient en 3e ou 4e position. Le principal service, c'est l'offre. Et si on met de l'offre, si on met de la fréquence, si on met de la ponctualité, si on met un service de qualité, en fait, et si on rend ça simple, eh bien, les Français utiliseront les transports publics bien plus. Je rappelle que la part de transport public en France, aujourd'hui, c'est 11%. Et ce n'est pas beaucoup comparé à la voiture. Jean Koldefy, vous vouliez réagir ? Oui, réagir non, mais compléter. Ici, on vous montre un exemple sur Bordeaux. Donc, on mesure le nombre de trajets depuis le périurbain bordelais vers la métropole de Bordeaux. Et donc, entre 5h et 10h, un mardi de novembre, j'ai 134 000 trajets. Et vous voyez comment ça se passe sur le réseau routier, parce qu'en fait, sur les liens périphérie, agglomération, c'est là où il faut mettre l'effort. On est à 95% sur l'usage de la voiture. Paris est une exception française et mondiale. Donc il faut, parce que Paris a le meilleur système de transport en commun du monde. Donc attention à ne pas projeter un regard parisien sur des territoires qui n'ont rien à voir. Et puis vous avez à droite la carte de l'offre TER et j'ai 14 600 places. On a un rapport de 1 à 9, pas loin de 1 à 10 entre l'offre et la demande. Donc il ne faut pas s'étonner qu'il y ait beaucoup de voitures qui rentrent dans Bordeaux parce que tout simplement, comme Édouard l'a rappelé, il n'y a pas assez d'offres. Alors ce que ça permet, au-delà de ce constat, on va dire un peu global, on peut regarder où est-ce qu'on doit déployer des lignes de transport en commun ou des lignes de covoiturage. À partir de quand je dois commencer ces lignes. Ça ne sert à rien de les commencer trop tôt, il n'y aura personne dedans. Et on peut vraiment ajuster l'offre dans l'espace et puis on peut le faire aussi dans le temps. Donc là, c'est la même situation et je vais vous montrer ce qui se passe un matin pour rentrer sur Bordeaux. Donc vous voyez tous les flux, vous voyez l'éclatement, l'éclatement périurbain, l'émiettement en termes d'urbanisme, ce qui fait qu'on n'est pas concentré autour d'axes de transport, ça part de tous les côtés. Et donc, à la fois dans le temps et dans l'espace, on peut calibrer l'offre, c'est-à-dire c'est le bon mode au bon endroit, au bon moment. Voilà. Et puis, je terminerai sur cette vision nationale. Donc ici, vous avez à gauche la demande de mobilité, toujours pareil, sur les déplacements supérieurs à 20 km et inférieurs à 200 km pour que ce soit plus lisible sur la carte. Et puis, vous avez à droite un document de l'autorité de régulation des transports qui vous montre le nombre de personnes par TER. Donc, vous voyez que pour accéder aux grandes agglos, plus vous êtes dans les oranges-rouges, plus il y a de monde. Un TER, en moyenne, c'est 340 places en France, avec de grosses disparités entre régions, mais retenez ce chiffre. Et donc, vous voyez qu'on est tout à fait saturé pour rentrer sur les agglomérations. Par exemple, sur Lyon, j'ai 200 000 navetteurs, j'ai 35 000 places dans les TER en aire de pointe. Donc là, il n'y a pas photo, il y a 200 000 voitures qui rentrent chaque jour dans Lyon. Et puis vous voyez qu'en gris, on a sans doute parfois une suroffre. Donc, j'allais dire de la même manière qu'en ville, on ne met pas du métro partout, parce que ça coûte cher. C'est un mode capacitaire qui est très utile quand on doit relier deux polarités où il y a de forts transferts. Sinon, on met du tram, sinon on met du bus. Donc il faut aussi avoir ce raisonnement-là, en disant le car, c'est une solution qui peut très bien marcher. Et je peux vous dire qu'en France, pour avoir fait des évaluations avec la DGITM, le ministère des Transports là-dessus, ces lignes de car express, elles sont prises d'assaut parce qu'en fait, ça marche très très bien. Pour reprendre l'exemple que donnait Édouard, ça coûte 10 fois moins cher au kilomètre, mais quand vous avez 400 personnes à transporter par heure, mettez un car toutes les 12 minutes plutôt qu'un train toutes les heures, ça vous coûtera 10 fois moins cher. Pas 10 fois, pardon, 4 fois moins cher. Ça vous permettra d'avoir le même volume de personnes à déplacer. Et je vais vous dire, quand on fait les enquêtes, 75% des Français préfèrent cette solution, même s'ils savent que le car est un peu plus lent. Pourquoi ? Parce que la flexibilité que ça vous donne d'avoir un moyen de transport toutes les 12 minutes ou toutes les heures n'a rien à voir. Et donc, vous pouvez vous organiser
Et si jamais le train a un problème, vous n'êtes pas en retard d'1 heure. Si le car a un problème, vous êtes en retard de 12 minutes. C'est pas pareil. Édouard Reynaud, j'ai dit qu'on reparlerait du rôle des élus, évidemment, dans la décision finale. Évidemment, tout ça, ça a un coût. Comment ça marche? Vous formulez des recommandations, vous analysez la data, vous formulez des recommandations, et après, c'est à l'élu et à la collectivité de prendre une décision, et parfois de ne pas suivre forcément ce qui a été recommandé. Non, on a un rôle de conseil là, et on apporte, en fait, c'est aussi ça, travailler pour le bien commun. C'est apporter, comme on le fait dans le rétrofit des cars scolaires vers de l'électrique. On a monté le premier certificat européen homologué, on l'a mis sur les plateformes pour que n'importe quelle entreprise de transport, PME, grand groupe puisse l'utiliser partout en France. C'est comme ça qu'on travaille. Donc GeoNexio, c'est un outil de cette nature-là. C'est un outil qui permet de concentrer de l'intelligence et d'être en capacité d'analyser les territoires. Jean l'a dit, qui résiste au fait de se dire qu'on peut avoir un moyen de transport toutes les 2 minutes et qui coûte globalement 4 fois moins cher pour le denier public. Ça a quand même de l'impact. Donc ça fait réfléchir, ça c'est clair. Et puis les élus s'en emparent. À chaque fois qu'on va en région pour expliquer la logique de territoire sur les régions, on nous demande des études complémentaires sur des sujets particuliers. On peut prendre de l'événementiel aussi. On travaille avec l'UTMB, avec l'Ultra Trail du Mont Blanc, pour analyser l'impact de l'Ultra Trail sur la vallée de Chamonix, parce que c'est un sujet évidemment qui intéresse tout le monde. Et en fait, on démystifie vraiment l'impact réel, parce qu'on le compare aux semaines avant, aux semaines après, aux semaines pendant la journée des guides, à la grande braderie de Chamonix. Et on voit que finalement, c'est quand même un événement qui fait travailler l'économie locale, qui amène certes beaucoup d'étrangers, mais qui a un impact de durée de saison sur la vallée qui est juste extraordinaire. Après, on peut questionner la manière dont les gens viennent, et ça, c'est finalement le travail qu'on apporte aussi, et sur lequel l'Ultra Trail du Mont Blanc travaille. C'est comment les gens viennent. Pour certains, ils vont venir en avion quand même en France, mais quand ils atterrissent en France, comment ils viennent de manière beaucoup plus durable, comment ils ne prennent pas juste des voitures de loc pour tous arriver dans la vallée, mais comment on crée des transports adaptés. Et finalement, ça se termine par vous avez un dossard, mais si vous avez si vous n'avez pas ou si vous avez trop consommé de CO2, vous aurez un coût du dossard qui sera encore plus cher, ou vous ne pourrez pas participer si vous avez dépassé des volumes de CO2 produits pour arriver sur l'événement. Donc on voit qu'on crée des réflexions qui sont intéressantes. Les régions, elles s'en emparent. Les régions, elles se projettent aussi, parce qu'on peut parler aussi de ce que la data peut être utile. Et la data, c'est ça, mais ça peut être aussi de la data demain pour des véhicules plus autonomes. On sait, nous, on connaît bien le sujet parce qu'on a quand même 1200 personnes qui accompagnent Waymo tous les jours sur San Francisco, Phoenix, Austin, et on est en train d'ouvrir avec eux près de 9 villes aux États-Unis sur le robotaxi. Ça marche, et ça marche hyper bien, c'est même impressionnant. On accompagne aussi des expérimentations. Alors j'ai l'impression des fois qu'on est en France avec un écart qui est quand même assez incroyable. Donc on se dit que les robotaxis vont arriver d'abord à Londres avant d'arriver à Paris un jour. Et ce jour, peut-être que c'est dans 5 à 10 ans, on ne sait pas trop le mesurer aujourd'hui. Mais on crée des expérimentations. On en a une avec la BPI à La Rochelle, par exemple, sur du véhicule autonome. C'est des petits pas. Et toutes ces données nous permettent d'être plus pertinents et de questionner, et de questionner, je dirais, la vie publique et la décision publique aussi, à la fois sur les budgets, à la fois sur la vitesse de transition écologique, et à la fois finalement sur les territoires et comment on peut permettre aux gens de mieux vivre dans leur territoire et de vivre de manière plus adaptée, et pas juste de s'imaginer qu'on va créer des bouchons de véhicules électriques que les gens ne pourront pas s'offrir de toute façon au début, et de créer finalement du transport collectif plus adapté. L'objectif n'est pas du tout de mettre en opposition le ferroviaire, les cars express ou tout autre mode de transport. On pourrait parler du vélo. Sur le vélo, on a des croissances dans des villes comme Niort qui sont juste incroyables. On a des croissances à Paris. Aujourd'hui, on a 40 000 vélos qui vont rentrer en location longue durée. C'est quelque chose qu'on a fait avec la Poste. Et on avance étape par étape pour offrir des solutions adaptées et qui sont vraiment relevées.
Paris, c'est déjà 20 000 vélos en location longue durée autour de Paris qui vont passer à 40 000 grâce à une nouvelle offre de Île-de-France Mobilité. Mais on pourrait parler du câble, parce que le premier câble de grande dimension en France est arrivé à Toulouse, mais il était beaucoup plus petit. Là, on arrive sur un câble de grande dimension entre Villeneuve-Saint-Georges et Créteil qui va alimenter le RER pour que les gens rejoignent Paris. Ils vont traverser une voie ferrée, une autoroute, arriver directement sur la gare. Et ils vont tous gagner au moins 40 minutes de trajet au lieu de contourner toutes ces infrastructures. Donc Île-de-France Mobilité met les moyens et nous on essaie d'y répondre et on va démarrer fin d'année ce câble. Donc tous les dispositifs sont intéressants et peuvent être étudiés aussi dans ce cadre-là. Voilà. Jean-Col Defy, vous souhaitez compléter sur ces perspectives d'avenir justement? En fait, on est vraiment, moi je le dis en tant que praticien de la mobilité, c'est vraiment une rupture, le fait de connaître dans le temps et dans l'espace les flux de mobilité. Moi, j'aurais eu ça il y a 15 ans. Je pense qu'on aurait fait tout à fait autrement les systèmes de transport qui sont aujourd'hui en place. Il faut vraiment investir dans la connaissance. C'est la célèbre phrase d'Einstein. Quand vous avez un problème, si vous avez 1 heure pour résoudre un problème, passez 55 minutes à essayer de le résoudre, à essayer de le comprendre et 5 minutes à essayer de le résoudre. C'est vraiment ça. Il faut vraiment mettre l'accent là-dessus, investir sur la connaissance pour pouvoir être plus efficace après. Je sais bien que dans ce pays, on aime bien l'action, c'est bien, mais prenons un peu de recul. Sinon, si vous ne faites pas ça, vous fonctionnez sur vos croyances et vos a priori, et ça vous fait perdre à tous beaucoup de temps et d'argent. Et donc, on n'a ni temps ni argent. Donc, voilà, il faut investir dans la connaissance, et on a franchement aujourd'hui de sacrés outils pour pouvoir le faire. Je peux vous dire pour ceux qui travaillent sur ces données-là, ils considèrent que voilà, le travail qui a été fait dans le cadre de Genexio, et franchement, c'est le top numéro 1 en Europe aujourd'hui. Des ingénieurs allemands étaient quand même assez sciés de ce qu'on arrivait aujourd'hui à sortir sur ces sujets-là, y compris suédois, qui étaient quand même, c'est les pairs avec la Finlande, c'est les pairs quand même de la téléphonie mobile en Europe. Donc on a vraiment, je pense, une longueur d'avance là-dessus, et il faut absolument tirer profit de toute cette source incroyable, et on n'a pas fini d'explorer ces données-là. Donc l'avantage, c'est du temps réel. Et puis pour nous, c'est mieux comprendre pour mieux agir. On peut imaginer des services qui répondent en temps réel à des besoins sur certains territoires. C'est plus délicat parce que ça s'organise, mais par exemple, essayer de déverrouiller des aiguilles ferroviaires, ça peut prendre 5 à 10 ans. Monter un service de car express, on peut le faire en 3 mois maximum. Donc on peut vraiment mettre des énergies. On a tous, d'une certaine manière, vécu difficilement la crise Covid, mais on l'a tous adoré sur notre capacité à mettre en place des choses très rapidement. Et je crois qu'il faut qu'on arrive à se mettre dans ce mindset-là. Et je crois que le big est vraiment le mindset qu'il faut pour réussir ça. Magnifique, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à mes questions. On peut les applaudir. Édouard Reynaud, directeur général France du groupe Transdev, et Jean-Col Defy, ingénieur, conseiller scientifique, expert en mobilité chez Genexio. Merci à tous les deux. Merci à vous.